Bonjour ou bonsoir à chacune et à chacun. Le problème de la violence ne se pose pas depuis 3 jours ou 3 semaines. Le problème de la violence est inhérent à la nature humaine. Nous sommes des individus violents. C'est-à-dire qu'il y a chez chacun d'entre nous une part de violence qui sommeille et qui s'exprime lorsque les circonstances le facilitent. Il faut être certain de ça. Dans le monde politique, nous avons longtemps cru que la violence était plutôt réservée aux orateurs et puis cantonnée à certains pays, notamment les États-Unis. Nous savions par de multiples exemples que tirer sur un chef d'État n'était pas quelque chose d'exceptionnel, ni même tirer sur un candidat à être chef de l'État. Et puis, depuis quelques jours en France, dans le domaine politique, la violence a fait son apparition. Ce n'est pas la première fois. Dans les années 30, il y a eu beaucoup de violences physiques en France. Mais depuis le début de la Ve République, c'était relativement rare. Et il se trouve qu'il y a quelques jours, un militant politique a été assassiné par d'autres militants politiques sans qu'on puisse, l'ombre d'une seconde, considérer qu'il s'agisse d'autre chose que de rivalité politique. Il ne s'agit pas d'un crime de droit commun. Il s'agit, pour des raisons politiques, d'avoir frappé jusqu'à la mort un homme de 23 ou 24 ans. C'est dire que ce problème se pose pour nous d'une manière totalement cruciale. En Martinique, ça a existé il y a quelques dizaines d'années. Certains d'entre nous se souviennent de l'affaire Jalta, l'affaire Aliker dans les années 30. Un journaliste communiste a été assassiné par des hommes de main venus d'une île voisine et sur ordre d'un grand possédant martiniquais. Il faut rappeler là-dessus qu'il n'y a jamais eu de procès et que les auteurs de ce crime-là n'ont jamais été véritablement punis. En tout cas, la violence réapparaît et le problème se pose pour nous, notamment à quelques semaines des élections municipales, de savoir comment faire pour tenter de faire reculer la violence en politique. Alors, ce qui s'est passé en France, à Lyon, il y a quelques jours, c'est que quelqu'un qui était répertorié, qui était identifié comme appartenant à la droite, a été assassiné par des gens appartenant à la gauche, sans qu'on puisse dire qu'un parti politique est directement responsable de cet assassinat. On ne peut pas éviter de reconnaître que le mouvement auquel appartiennent les auteurs de cet assassinat, ce mouvement-là, c'est un mouvement très précisément identifié, a son représentant, son chef, au sein de la France insoumise. Et ce chef-là, qui est un jeune député, ne s'est jamais caché d'être un ancien trafiquant de drogue et un amateur de coups à l'occasion des rencontres politiques. Donc, la responsabilité, je dirais, de l'ensemble du parti n'est peut-être pas engagée, mais la responsabilité d'un membre de ce parti est directement engagée et il est nécessaire, naturellement, de regarder quel lien direct il peut y avoir entre cette personne qui est parlementaire et puis les personnes qui ont agi. Notons qu'en Martinique, défense a été prise de la France insoumise par des parlementaires martiniquais, amateurs de voyage dans l'Est de l'Europe, pour voir comment la Martinique pourrait être décolonisée. Il faut noter cela, notamment quelques semaines avant les élections municipales, et voir qui est soutenu par ceux qui eux-mêmes soutiennent des composantes qui promeuvent la violence dans la vie politique de la Martinique. Alors, disons-le,
on ne peut pas, je le répète, on ne peut pas dire que telle personne, tel leader politique en particulier, citons-le, M. Jean-Luc Mélenchon, est responsable directement. Mais il est certain, et nous le savons bien, personnellement, je n'ai eu l'expérience, il est certain que l'usage de la violence n'est pas rejeté par certaines formations politiques françaises. Alors à chacun de dire qui est responsable de quoi, et surtout à la justice, si on trouve des magistrats assez libres et assez courageux pour aller au bout de l'enquête. Car, comme vous le savez, il y a, et l'histoire martiniquaise le connaît, est au courant de cela, il y a des crimes politiques qui ne sont jamais jugés et qui n'arrivent jamais devant les tribunaux. Donc l'état des lieux, si on veut résumer cette première partie comme cela, l'état des lieux, c'est que la violence réapparaît brutalement dans la vie politique française. On ne peut jamais dire que ce soit le fait du hasard. Encore une fois, la violence se développe lorsque les circonstances sont favorables, lorsque des propos violents sont tenus et lorsque certaines situations deviennent insupportables, notamment sous l'angle économique ou social. Certaines personnes ne trouvent pas d'autre refuge que la violence pour exprimer leur mécontentement. Alors, et c'est le deuxième point de notre propos aujourd'hui, comment faire pour faire reculer la violence ? Évidemment, ni vous ni moi n'avons la prétention de dire que la violence sera éradiquée, ni que nos propos seront de nature à faire vraiment reculer la violence. Mais nous avons le devoir d'y réfléchir, vous et moi, et de voir comment nous pouvons travailler dans ce sens, car c'est le propre d'un peuple civilisé que de tout faire, et il en est capable, pour faire reculer la violence. Un peuple qui ne lutte pas contre la violence est un peuple qui est déresponsabilisé. C'est vrai pour nous, comme c'est vrai pour les autres peuples, le peuple russe, le peuple ukrainien, le peuple américain, que sais-je. Mais chacun d'entre nous est interpellé par la violence, notamment la violence en politique. C'est-à-dire que ce ne sont pas seulement des règlements de compte entre mafieux, entre narcotrafiquants, ce sont des agressions qui sont portées par certaines formations contre d'autres formations, et peu nombreuses sont les formations qui pourraient dire qu'elles sont exemptes de toute culpabilité dans ce domaine-là. Alors, pour faire reculer la violence, la première démarche, c'est bien de faire en sorte que la lutte pour le pouvoir politique ne soit pas aussi vive qu'elle l'est aujourd'hui en France. Si on est très, très porté sur l'invective, sur l'insulte, sur l'injure en politique, c'est qu'on attache beaucoup d'importance à la victoire, parce que la défaite est perçue pour ce qu'elle est, c'est-à-dire pour un pas en arrière, alors que la victoire est perçue comme une grâce, comme un honneur, comme quelque chose qui donne raison dans tous les domaines à ceux qui l'ont emporté. Eh bien, il est possible de faire reculer cela. Alors vous allez voir que dans les 34 communes, vous aurez probablement en Martinique au cours de ces prochains jours des mouvements politiques qui parlent d'union, qui parlent de rassemblement. Mais tout ça, ce sont des mots. Tant qu'on ne met pas quelque chose de concret derrière, qui n'est pas pour l'unité, qui n'est pas pour le rassemblement, tout le monde. Mais quand on se contente de dire ça, alors qu'en réalité, on passe son temps à insulter, à invectiver l'autre, il est évident que le mot de rassemblement est un mot creux qui ne veut strictement rien dire. Eh bien, il y a une manière de donner vie, de donner sens à ce mot de rassemblement, c'est de s'engager avant l'élection, avant le premier tour qui aura lieu en mars. Eh bien, si on est vainqueur, il y aura forcément 34 vainqueurs dans cette élection-là, eh bien, si on est vainqueur, c'est l'engagement de faire participer au pouvoir dans la commune, eh bien, ceux qui sont dans l'opposition. D'abord, si on prend cette position-là, ça oblige, pendant la campagne,
à être beaucoup plus modéré qu'on ne l'est jusqu'à présent. Pourquoi ? Eh bien parce que vous savez d'avance que ceux qui sont en face de vous pendant la campagne seront à côté de vous après la campagne, puisque vous les ferez participer au bureau de la municipalité, au bureau du conseil municipal de la commune que vous allez diriger. Donc, c'est là un pas à faire et qu'il ne coûte rien de faire, sauf à l'orgueil ou à la culture de combat de coq d'un certain nombre de candidats. Mais il ne faut pas de loi, il ne faut pas de ressources financières supplémentaires, il faut juste un tout petit peu d'intelligence et un tout petit peu du sens de responsabilité pour se dire que dans une commune de 10 000, de 15 000, de 20 000 habitants, eh bien, il n'y a aucune honte à dire qu'on va travailler avec les autres qui sont parfois vos cousins, en tout cas vos amis très fréquemment, dans les petites communes en particulier. En plus, est-il facile, dans une commune d'une dizaine de milliers d'habitants par exemple, de trouver 35 ou 40 conseillers municipaux à la fois assez disponibles et assez capables pour aider à faire fonctionner la commune pendant les 6 prochaines années. Regardez les listes électorales qui vous sont soumises, mais vous apercevez bien que si dans une commune, on arrive à trouver les 15 ou 20 personnes qui vont faire fonctionner la commune pendant 6 ans, en ayant encore une fois la disponibilité et la capacité, c'est déjà pas mal. Quand vous lisez un certain nombre de listes électorales et que vous allez au-delà de la 10e personne, homme ou femme, vous apercevez que les candidats qui vous sont proposés ne sont pas toujours aptes à s'occuper des affaires collectives, tellement elles se sont parfois montrées incapables de gérer les affaires dont elles étaient directement responsables, ces personnes-là. Donc, faire que chacun est au combat, puisque chacun, il y a des personnes qui aiment faire campagne, et je trouve qu'il faut les féliciter, avoir affiché en tout cas le souci de l'intérêt commun, c'est quelque chose qu'il faut respecter, parce que ce n'est pas une chose si répandue que cela. Mais donc il faut aller dire aux gens, mais c'est bien, il faut y aller. Mais une fois que la campagne est terminée, eh bien, pensons unité, pensons rassemblement, et nous aurons des tas de compétences qui étaient dans l'opposition pendant la campagne électorale et qui, eh bien, après l'élection, seront disponibles pour améliorer la gestion des affaires des communes. Vous savez que les communes de la Martinique sont, pour la plupart, relativement en difficulté financière et que les compétences à l'intérieur du conseil municipal ne sont pas toujours présentes pour régler ces difficultés-là. Heureusement qu'il y a la Chambre régionale des comptes qui est au moins capable de compter, de montrer que 2 et 2 font 4, et donc d'attirer l'attention d'élus qui souvent n'ont pas trop le souci des chiffres sur le fait qu'il faut respecter l'équilibre entre les dépenses et les recettes. Chaque père de famille ou chaque individu sait qu'il faut en moyenne essayer de ne pas dépenser davantage que ce qu'on gagne. La Chambre régionale des comptes rend ce service-là. Il faut lui rendre hommage, même si, au niveau national, ce qui se passe au niveau de la Cour des comptes elle-même appelle des commentaires un peu moins positifs. Alors donc c'est ça la première chose. Nous pouvons, vous pouvez, vous toutes et vous tous qui participez aux campagnes électorales dans les 34 communes de la Martinique, influer pour que le conseil municipal soit dirigé par un bureau dans lequel il y a des représentants de la majorité et dans lequel il y a des représentants de l'opposition. Et ce n'est pas un vœu pieux. Vous le savez, il y a un pays comme la Suisse où il y a autour de la même table de gouvernement des gens, des partis représentés au Parlement, avec une présidence du gouvernement qui est une présidence tournante, qui ne dure qu'une année. Personne ne fait carrière en étant président de la Suisse. Peu de gens connaissent le nom du président de la Suisse. Ces gens-là sont obligés, étant aux affaires en même temps, de dialoguer, de faire des compromis,
de faire des concessions les uns et les autres dans l'intérêt du pays. Et puis si au bout, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, à ce moment-là, ils vont au référendum. Et c'est la démocratie directe à ce moment-là. C'est le peuple qui décide, on tourne la page, le problème est réglé et on s'occupe d'autre chose. Rien n'empêche la Martinique d'en faire autant, la France d'en faire autant. Aucune modification de la Constitution nécessaire pour cela. Donc c'est le premier point. Maintenant, il faut s'interroger sur la démarche violente d'un certain nombre de partis politiques. Il y a un certain nombre de partis politiques, à vous de décider de quel côté ils sont, s'ils sont à gauche, à l'extrême gauche, à droite ou à l'extrême gauche, ou à l'extrême droite, pardon, des partis politiques qui se donnent comme objectif principal, eh bien, de lutter contre les inégalités. J'ai même entendu une première ministre dire il y a quelques mois de ça, eh bien, nous devons lutter contre tous les déterminismes. De lutter contre tous les déterminismes. C'est juste quelque chose que, personnellement, je n'arrive pas à comprendre. Parce qu'il y a des déterminismes de la nature contre lesquels vous ne pouvez pas lutter. Mais quand vous donnez comme objectif prioritaire, en utilisant d'ailleurs l'un des 3 mots de la devise de la République, liberté, égalité et fraternité, de lutter contre toutes les inégalités, ça veut dire, et contre tous les déterminismes sociaux, on peut comprendre, mais les déterminismes de la nature, c'est autre chose. Mais ça veut dire que vous allez contre un certain nombre de réalités. Le jour où un enfant est conçu dans le ventre de sa mère, eh bien, des inégalités sont créées parce que l'enfant naîtra intelligent ou moins intelligent, travailleur ou moins travailleur, beau ou moins beau, etc., etc. Et donc, des inégalités sont créées. Et lorsque vous prétendez lutter contre ces inégalités-là, qui sont irréfragables, qui sont incontournables, déjà, vous êtes obligé de recourir à la violence. Et lorsque nous avons une société dans laquelle il y a des inégalités qui tiennent à l'héritage, qui tiennent eh bien, aux inégalités personnelles des gens, eh bien, et qu'on prétend aller lutter contre toutes ces inégalités, c'est compliqué. Évidemment, il est possible, sur le plan purement social, d'accorder des bourses, de faire en sorte que les classes de certains quartiers en particulier, ou même de tous les quartiers, soient moins chargées que d'autres classes, ou bien plus chargées que d'autres classes, ça dépend de quel point de vue on se place. Il est possible, sur le plan social, de lutter et de faire reculer les inégalités. Mais il y a des inégalités de compétences, des inégalités de qualité propre contre lesquelles on ne peut rien. Ça, c'est un raisonnement, je dirais, logique. On peut le contester, mais c'est un raisonnement logique. Il y a des inégalités liées à la nature, c'est sur ce point-là que je veux insister, et contre lesquelles il est vain d'essayer de lutter, sauf à employer une force, y compris une force déterminante, à savoir supprimer un certain nombre d'ennemis. Et puis, l'histoire vient renforcer ce que je viens de dire sur le plan logique, sur le plan, je dirais, théorique. L'histoire montre que lorsqu'on se donne comme objectif prioritaire de lutter contre les inégalités et contre tous les déterminismes, eh bien, on n'y arrive jamais. Prenons un certain nombre d'exemples historiques avec l'utilisation des mots qui ont été utilisés historiquement par ces pays-là. Monsieur Hitler, quand il a fait son livre en 1922-1923, se prétendait nationaliste et socialiste. Il se prétendait national-socialiste, il se proposait de développer le nazisme. On a vu sur quoi cela a débouché. Quand Hitler a pris le pouvoir en 1933, il a entraîné avec lui énormément de syndicalistes, énormément de salariés au chômage. Il a dit qu'il était socialiste, qu'il travaillait pour supprimer les inégalités
entre le grand patronat industriel de la Ruhr et les ouvriers, les petits paysans allemands. On a vu sur quoi ça a débouché. Et dès les années 30, un certain nombre d'Allemands ont émis le verdict suprême. Ils ont quitté l'Allemagne pour aller dans d'autres pays d'Europe ou pour aller très souvent aux États-Unis. Quand on prend, là encore, l'histoire à parler, quand on prend l'histoire de l'Union des républiques socialistes soviétiques qui prétendait également vaincre les inégalités, eh bien, qu'est-ce qu'on a vu déjà en Hongrie en 1956? Ça avait démarré avec les procès des blouses blanches en 1936 à Moscou. C'était des procès que Staline faisait à des médecins juifs qu'il accusait d'être contre la révolution. Mais en 1956, ça a été l'invasion de la Hongrie. C'est l'année où Aimé Césaire a écrit sa fameuse lettre à Maurice Thorez où il démissionnait du Parti communiste. Et puis après, ça a été vraiment le bouquet en 1989, lorsque le mur de Berlin a été démoli par les Allemands eux-mêmes. Donc, et puis après, il y a eu en Chine la révolution culturelle qui a conduit, semble-t-il, à quelques dizaines de millions de morts, 70 millions, disent les experts. En Union soviétique aussi, il y a eu des millions et des millions de morts. Il faut rappeler que Staline n'a pas fait que ça. Il a beaucoup aidé l'Europe occidentale à se libérer du nazisme. Donc, il y a dans l'histoire des exemples qui ne trompent pas. Après des années et des années d'affirmation qu'on aurait des lendemains qui chantaient, eh bien, les régimes qui mettaient en priorité la suppression des inégalités, eh bien, ces régimes se sont effondrés du fait même de ceux qu'ils prétendaient servir, les citoyens eux-mêmes. Avec, encore une fois, le verdict suprême, eh bien, l'exode de ces personnes-là vers d'autres pays. Prenons l'exemple de la Chine, qui est un cas particulier. Et certains nous disent qu'en Chine, au Vietnam, eh bien, le marxisme a réussi. Certainement. Il a réussi à augmenter le niveau de vie des gens. Les Chinois, les Vietnamiens vivent aujourd'hui beaucoup mieux qu'ils ne vivaient avant les révolutions de 1949 et des années 50, même 60 pour le Vietnam, où les Vietnamiens se sont débarrassés dans les années 65-66 des États-Unis. Donc les Vietnamiens et les Chinois, incontestablement, vivent mieux qu'ils ne vivaient aujourd'hui. Mais pour en rester à l'exemple chinois, les Chinois ont été colonisés, ils ne pleurnichent pas matin, midi et soir sur le fait qu'ils ont été colonisés, asservis et tout ce que vous voulez. Ils ont construit une économie. Mais il y a bien deux parties dans l'économie chinoise. Il y a une partie qui est sous la tutelle du Parti communiste, qui compte, je le rappelle, près de 100 millions de membres, et qui décide de ce que sera la société chinoise à terme de 20 ou 30 ans, et qui prend en main l'organisation de tout le pays, et puis qui prend en main les investissements structurants. Les gares, les aérogares, les aéroports, les ports, etc., les écoles, les universités. Ça, c'est le Parti communiste qui en décide, et c'est le Parti communiste qui fait l'application, qui exécute, avec un certain nombre, évidemment, d'entreprises publiques, mais aussi privées. Mais à part ce segment, je dirais, public, il y a un segment privé. Les Chinois ont accepté qu'il y ait, sur une population de 1,4 milliard de personnes, qu'il y ait au moins 100 millions de personnes qui vivent sous le régime de l'entreprise privée. Et il y a beaucoup d'entreprises privées en Chine, notamment toutes celles qui exportent vers le reste du monde et qui font que la Chine contrôle aujourd'hui 60% des capacités de production industrielle. Mais qu'en est-il des inégalités? Puisque l'objectif, nous a-t-on toujours dit, était de réduire les inégalités. Eh bien, si vous consultez les statistiques, vous verrez que le premier pays du monde où les inégalités sont les plus fortes sont les États-Unis. Cela, évidemment, n'étonnera personne. Mais le deuxième pays au monde
où les inégalités sont les plus fortes, eh bien c'est la Chine, tout simplement. La Chine maoïste, la Chine marxiste, la Chine qui veut réaliser l'égalité maximale entre les différentes fractions de la population. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la poursuite permanente et exacerbée de l'égalité est une poursuite vaine et qui conduit à de gros dégâts. Il faut accepter, dans un pays donné, une dose d'inégalité, ce qui ne veut pas dire que l'inégalité doit régner. Alors, je vous cite un texte de Churchill. Churchill était Premier ministre de l'Angleterre pendant la guerre. C'est quelqu'un qui a conduit l'Occident à la victoire pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui a beaucoup aidé le général de Gaulle et qui a aidé naturellement les Américains à prendre pied en Europe. Eh bien, ce que dit Churchill dans un discours prononcé au Parlement anglais en 1945, c'est la chose suivante, je vous la donne, pour votre réflexion et votre libre opinion, naturellement. Il disait, Churchill, en 1945, « Le vice inhérent au capitalisme est le partage inégal des bénédictions. Le vice inhérent au capitalisme est le partage inégal des bénédictions, des bienfaits, on peut dire à la limite des richesses. Et puis, continue-t-il, la vertu inhérente au socialisme est le partage égal des misères. » Voilà ce que disait Churchill. C'est un peu caricatural, c'est un peu poussé un peu loin, mais il y a beaucoup de vrai. Encore une fois, le critère ultime, il est le même. Vous avez des pays d'où les gens veulent partir et des pays vers lesquels les gens veulent aller. Eh bien, les pays d'où les gens veulent partir sont les pays qui affichaient la recherche d'égalité comme objectif suprême, mais qui ont tous échoué dans ce chemin d'égalité à marche forcée. Merci de votre écoute. À un autre soleil.